et sympa. Et puis, on a les pestes, Déborah et Lindsay. La vie en communauté, quoi. Tu n'as jamais peur? Peur de quoi? Matt désigna le paysage sauvage qui les entourait. De tout ça, de l'avenir, dans ce monde. Ambre prit le temps de réfléchir avant de répondre. Franchement, je crois que je le préfère à l'ancien monde. Ah bon? Le regard de la jeune fille était rivé au sol. Elle avançait en contemplant ses pieds. Mon beau-père était un gros con, dit-elle soudain. Et son ton de colère froide ainsi que sa grossièreté fichèrent Matt. Ma mère n'a rien trouvé de mieux que de tomber amoureuse du champion de bowling de notre ville. Tout un programme, sauf qu'il ne descendait pas que des quilles, comme disait ma tante. Il buvait et devenait agressif. Il te battait, osa demander Matt avec le plus de douceur possible. Ça, non, il cognait sur ma mère. Ambre se tourna pour observer son compagnon. Ne fais pas cette tête. Si elle avait voulu, elle aurait pu le quitter. Mais elle l'aimait tellement qu'elle lui pardonnait tout, même l'impardonnable. Ils partagèrent un long silence, seulement habité par le pépiment des oiseaux. Tu comprends pourquoi je n'ai pas de regrets sur ce. Matt, du coin de l'œil, la vit qui séchait rapidement une larme. Et sans réfléchir, il posa la main sur l'épaule de son ami. Ça va, répéta-t-elle. Tu sais, je crois que dans ce monde qui s'offre à nous, tout est à faire. Il y a de la place pour tout le monde, tous les caractères, toutes les ambitions. Il suffit de trouver le rôle que l'on veut jouer. Tu as trouvé le tien? Oui, j'attends d'avoir 16 ans. C'est l'âge minimum pour devenir long marcheur. Tu veux sillonner le pays comme eux? Oui, apporter les nouvelles, guetter les changements de la nature, espionner les déplacements de nos ennemis et raconter de site en site toutes nos découvertes. C'est dangereux. Je sais, c'est pour ça que les bancs ont décrété qu'il fallait au moins 16 ans pour avoir une chance de survivre. Chaque mois, des longs marcheurs disparaissent, on ne les revoit plus, et chaque mois, de nouveaux ados se portent volontaires. Je trouve ça génial. Matt ne sut que répondre. Il était inquiet. Allait-il perdre son ami? Il se rendit compte que l'imaginer quittant l'île Carmichael un jour lui crevait le cœur. Est-ce Ben qui lui avait farci le crâne avec ses idées? Ou était-ce par amour pour lui qu'elle voulait marcher dans ses pas? Matt aurait voulu lui en parler, aborder le sujet, mais n'osant pas, il demeura silencieux le reste de leur marche. Au bout de 2 heures, Ambre et Matt avaient dû s'enfoncer assez loin dans un verger naturel pour débusquer des pommes mûres, et la jeune fille sifflotait en remplissant son panier. Matt, quant à lui, était grimpé dans un arbre pour ne pas laisser les fruits les plus hauts se perdre. Il les lançait un par un dans le cercle d'osier sous ses pieds, à côté de son épée qu'il avait laissée au sol pour pouvoir escalader. Il se sentait plein de mélancolie. Ses parents lui manquaient. Et puis, il ressassait ce qu'Ambre lui avait dit, son désir de partir. Matt songeait à Ben avec jalousie. Pourquoi ne parvenait-il pas à aborder le sujet avec elle? Il était si simple de lui dire. Et, en fait, je me demandais, c'est Ben qui t'a donné cette idée? Folle de devenir long marcheur. Pourtant, rien ne sortait de ses lèvres. Il brûlait d'envie de
si costaud qu'un seul coup allait lui fondre la tête, lui ouvrir le cerveau. Matt sauta sur la branche du dessous, puis sur la suivante, et en moins de 2 secondes, il était à terre. Tenant une pomme entre les doigts, il hurla « Dégage, pourriture !» Le glouton pivota, et les plis de son visage s'étirèrent sous l'effet de la surprise. Matt lança sa pomme de toutes ses forces, si fort en fait qu'elle ne put rebondir sur lui, mais éclata complètement en heurtant le nez monstrueux. Ambre s'était jetée dans les fougères. Le glouton, aussi étonné que sonné, ne vit pas Matt qui venait de ramasser son épée et la sortit du baudrier en se ruant sur lui. La lame fendit l'air, la pointe s'enfonça dans le ventre du glouton qui se mit aussitôt à beugler en lâchant ses affaires. Il saisit Matt à la gorge et serra, beuglant toujours. Non, pas ça, pas encore, paniqua Matt, et il repoussa l'avant-bras couvert de verrues d'un puissant coup de coude. Dans la foulée, il dégagea la lame des chairs ouvertes. Du sang se mit à ruisseler sur les loques du glouton qui continuait de hurler autant de douleur que de rage. Matt opéra un moulinet avec son épée qui, dans le feu de l'action, lui semblait beaucoup plus légère. Elle trancha net le poignet du glouton. Les hurlements redoublèrent, le sang jaillit en un épouvantable geyser. Horrifié, Matt recula, trébucha et s'effondra dans les hautes herbes. Alors surgit un autre glouton. Grondant et poussant un cri de guerre, il brandit une lourde masse au-dessus de Matt, et le garçon paniqué n'eut que le temps de voir la créature colossale tirer sur ses bras pour abattre la pointe en silex sur lui. Il ne parvint même pas à fermer les yeux. Il sut seulement, avant que la pierre ne s'encastre dans son crâne, que le choc allait être terrible, mortel. Il entendit alors Ambre s'époumoner. Une branche fouetta l'air, frappa le glouton au visage et le renversa avant qu'il puisse toucher Matt. Un bruit d'os cassé et le son mat d'un corps qui s'effondre. Matt cligna des paupières. Il était en vie, sain et sauf. Il se redressa, chercha autour de lui la présence du secours providentiel. À ses pieds, le premier glouton gémissait en se vidant de son sang, les entrailles glissant peu à peu en dehors de son ventre blessé. Matt réprima le haut de cœur et s'écarta. C'était quoi? Qu'est-ce? Commença-t-il avant de voir le visage stupéfié d'Ambre. Et ça va? C'est moi. Elle semblait en état de choc, la bouche ouverte, le regard papillonnant. Calme-toi, il faut filer. Les deux machins n'étaient peut-être pas tout seuls. Allez, viens. Il ramassa son épée et le baudrier, saisit Ambre par la main et la tira pour s'éloigner le plus vite possible. Une fois sur le sentier, Ambre parvint à dire « C'est moi qui ai lancé la branche, et je te dois une sacrée chandelle. » Sans la toucher, ajouta-t-elle. Cette fois, Matt s'arrêta. « Quoi, tu es en train de me dire que… » Elle hocha la tête vivement. « Oui, j'ai crié, j'ai voulu faire quelque chose, et j'ai pensé de toutes mes forces à lui balancer l'énorme branche qui était par terre. Et ça s'est produit exactement comme ça, sans même que je me lève. » Avec le recul, Matt revint à la scène. En effet, ce qui avait frappé
moindre secret, d'accord? Mais il faut tout de même sonner l'alarme, que tout le monde regagne l'île en vitesse. Ils coururent en ameutant tout le monde. Les cueilleurs se rassemblèrent et regagnèrent le pont qu'on s'empressa de fermer, doublant la garde dès leur arrivée. La nouvelle ne tarda pas à faire le tour de l'île et on vint les voir, s'assurer qu'ils allaient bien. Et lorsque Matt annonça qu'ils avaient tué 2 gloutons, les regards s'illuminèrent. Matt raconta l'affrontement, ajouta que Ambre avait eu le sang-froid de ramasser une branche pointue et de l'enfoncer dans l'œil du second glouton jusqu'au cerveau. Les acclamations fusèrent et on les félicita longuement, avant qu'ils puissent à nouveau être seuls. C'est seulement à ce moment que Matt se sentit vraiment mal. Il se rejoua la scène en mémoire. Les cris du glouton auquel il avait sectionné la main, et tout ce sang. Cette souffrance se mirent à tournoyer dans son esprit. Heureusement, il n'avait pas croisé le regard du monstre. Heureusement, se répéta-t-il. Lorsqu'il voulut avaler quelques pattes dans l'après-midi, le sang et les cris n'avaient pas cessé de le hanter, et il se leva pour aller vomir aux toilettes. Plus tard, Tobias le trouva assis sur le muret de la terrasse, derrière le manoir, à contempler le soleil de fin de journée, le visage fermé. Plume était couché à ses côtés, la tête sur les cuisses de son jeune maître. Matt la caressait doucement. « Comment tu te sens ?» Matt fit la moue et réfléchit avant de dire. « Vidé, ça a été dur, pas vrai ?» Matt hocha lentement la tête. « La violence, c'est pas comme dans les films, Toby. Je déteste ça. » Il leva ses pommes devant lui et les contempla. « J'ai l'impression de sentir encore les vibrations de ma lame qui s'enfonce dans ses organes. » Tobias, ne sachant que répondre, s'assit près de lui, et ensemble ils guettèrent le soleil qui déclinait, colorant leur visage de voile orangé. Une haute fenêtre de l'hydre s'ouvrit, et les 2 garçons reconnurent la chevelure flamboyante d'Ambre qui se penchait pour les observer. Elle leur fit de grands signes pour qu'ils la rejoignent, et ils se levèrent sans se faire prier. Plume les suivit jusqu'à l'entrée de l'hydre, puis les quitta pour repartir vers la forêt. La chambre de la jeune fille était spacieuse, tout en bois, décorée de rideaux blancs et de teintures vertes qui créaient des séparations entre le lit, les canapés et un vaste coin bureau. Ambre avait suspendu des lanternes à bougies un peu partout pour diffuser une ambiance chaleureuse. Elle s'était changée, à présent emmitouflée dans une robe de chambre en satin. Ses cheveux emmêlés donnèrent à penser à Matt qu'elle avait passé une partie de l'après-midi allongée. Elle aussi ne devait pas se sentir bien. Elle les entraîna vers un gros canapé confortable. « Je voulais vous parler, » déclara-t-elle en s'asseyant et en ramassant ses chambres sous elle. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est produit ce matin. Je crois que l'altération, c'est le nom que je vais définitivement donner à ce phénomène. Touche tout le monde. » « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» demanda Tobias. Beaucoup de pans, à tour de rôle, se sont plaints de ne pas être bien, et ça continue. Elle fit sa Matt. « Ce matin, cette pomme que tu as lancée, je n'ai eu que le temps de me retourner pour la voir exploser à la face du glouton. » Matt haussa les épaules, comme si c'était normal. « Matt, insista-t-elle, la pomme a explosé. C'est impossible. Tu as presque sonné le monstre tellement tu l'as lancé fort. Personne ne peut faire exploser une pomme en la jetant au visage de quelqu'un. » Tu es en train de dire quoi? Que je suis moi aussi en pleine transformation? Non, je t'ai
je vais aller plus loin. Je me demande si la faculté que nous développons ne serait pas liée à un besoin. Tu avais besoin de force pour récupérer de ton coma. C'est une force surhumaine que tu es en train d'obtenir. Moi, j'étais perturbée par autant de changements, et depuis 5 mois, je n'ai pas arrêté d'avoir la tête ailleurs. Je devenais encore plus maladroite qu'avant, et pour prévenir cette maladresse, je développe une disposition à la télékinésie. J'ai demandé tout à l'heure si Sergio avait eu des corvées récurrentes, et vous savez ce qu'on m'a répondu. Il devait allumer les bougies, proposa Matt sans conviction. Bingo, comme il était grand, on lui a demandé de faire du feu et d'entretenir les lanternes. Depuis 5 mois, il n'arrête pas d'allumer et d'éteindre les mèches. Du coup, il parvient à faire émerger des flammes en une seconde, et je parie que d'ici quelques semaines, il n'aura plus besoin de frotter de silettes. Tu crois qu'on peut acquérir plusieurs compétences particulières? S'enthousiasma Tobias. J'en serais étonné. Tout ce changement doit chambouler une large partie de notre être, de notre cerveau. Je doute qu'on puisse s'enchérir ainsi à l'infini. Question de place là-dedans. Elle tapota sa tempe. Et d'encaissement, mais on verra bien. Et moi alors, je vais développer quelle faculté? S'inquiéta Tobias. Ambre et Matt le dévisagèrent. Je ne sais pas, avoua-t-elle, et je ne pense pas qu'on puisse contrôler cette altération. On le saura lorsqu'elle se manifestera. Elle semble prendre du temps chez certains. Si j'ai vraiment cette force, il faut que j'apprenne à la maîtriser. Avec ce que j'ai vu ce matin, je peux te garantir que tu l'as vraiment. Et ça expliquerait que tu aies été si rapide à te remettre de 5 mois de lit. Il faut qu'on fasse des exercices, je vais y réfléchir, afin de solliciter notre altération et d'apprendre à s'en servir. Il y en a pour des mois, se désespéra Tobias. Peut-être, mais si on doit vivre avec toute notre vie, ça en vaut la peine. Une trompette se mit à rugir au loin. 2 notes repéraient une grave situation, grave suivie d'une aiguë. Alerte, gémit Tobias. Ça correspond à quoi, ça fout la Matt? Ambre répondit la première en se levant. C'est le guetteur du pont. A aperçu quelque chose à la lisière de la forêt. Une note grave, c'est une autre et une autre aiguë, quelque chose dynamical. Il faut y aller, lança Matt en se redressant à son tour. Attendez, n'oubliez pas que pour l'instant, tout ce que nous déduisons sur l'altération doit rester entre nous, d'accord? Ils approuvèrent et filèrent à toute vitesse vers le pont. Chapitre 24. 3 capuchons et 12 armures. Les guetteurs du pont avaient remarqué un groupe d'une demi-douzaine de gloutons rôdant aux abords du sentier, cherchant manifestement un passage pour aborder l'île. Ils étaient restés jusqu'à la tombée de la nuit avant de partir en gloussant. Les gloutons devenaient de plus en plus téméraires. On avait rapporté que leur tribu la plus proche se trouvait à plus de 20 kilomètres. Ils avaient donc parcouru un long chemin pour venir, et cela ne plus guère au pan de l'île. Les gloutons, ainsi que l'exploit du jour, animèrent l'essentiel des conversations. Matt mit 2 jours avant d'oser prendre son épée pour la nettoyer. Des croûtes brunes maculaient la lame. L'arme enfin propre, il descendit au sous-sol dans l'atelier où il avait entendu parler d'une pierre à aiguiser dont se servaient les longs marcheurs. Il frotta sa lame en l'humidifiant, mais à chaque raclement de la pierre sur le métal, il revoyait le sang jaillir du ventre du glouton où sa main tranchée roulait au sol dans une pluie écarlate. Son cœur se révulsa dans sa poitrine,
chassant ces images sordides de son esprit, il continua jusqu'à ce que le fil de sa lame et l'affût d'un rasoir. Ambre avait-elle raison? Développait-il une force hors du commun? Cela expliquerait qu'il ait pu manier son épée aussi vite, sans effort. Le sang et la culpabilité revinrent l'aveuglé et lui tordent les tripes. Dans la journée, il entendit Ben annoncer qu'il repartait dès le lendemain. Il se sentait reposé et souhaitait rallier un site plus au nord. Matt se demanda si Ambre serait différente dans les jours à venir, nostalgique. Tandis qu'il déambulait dans les couloirs du manoir pour apporter des bûches aux différentes cheminées des étages, il perçut les regards admiratifs des adolescents qu'il croisait. Personne sur l'île n'avait encore osé affronter un glouton, encore moins l'embrocher et lui couper la main. Matt apprenait à connaître les bancs les plus jeunes qui restaient souvent ensemble, filles et garçons de 9 ou 10 ans, Paco le benjamin, Laurie la petite blondinette aux couettes, Fergie, Anton, Jude, Johnny, Rory et Judy, qui formaient le gros de leur troupe. Ceux-là le suivirent dans sa tâche, lui proposant une aide qu'il refusa poliment. Matt passait pour un héros. C'était un sentiment paradoxal, un mélange de satisfaction, de fierté même, teinté d'amertume, de dégoût. Quand il repensait à ses gestes, il sentait une vague de nausée bouillonner en lui, prête à le noyer. Être ce type de héros ne lui plaisait pas, pas comme ça. Pas avec ces souvenirs-là, une gloire qu'il jugeait tragique. Car ce glouton avait été un homme autrefois, et Matt ne parvenait pas à oublier qu'il avait tué un homme, même si cette dépouille était monstrueuse, agressive et relativement idiote, il n'en demeurait pas moins qu'il était un être vivant. Une fois sa tâche accomplie, Matt s'éloigna du manoir pour s'isoler dans la forêt. Là, il débusqua un rocher qu'il estima très lourd. Il se concentra, il respirait lentement, les paupières closes, puis il s'agenouilla et tenta de le soulever. La roche pesait au moins 80 kilos. Il serra les dents pour forcer lorsqu'il constata qu'elle ne bougeait pas d'un cheveu. Matt devint écarlate. Il relâcha la pression et se frotta les doigts contre son jean en soupirant. Impossible, elle n'a pas décollé d'1 millimètre. Et si Ambre avait tort, s'il n'avait aucune altération définitive, la pomme, Ambre a raison, jamais une pomme n'aurait dû exploser comme elle l'a fait en s'écrasant sur le glouton. Il s'est passé un truc, c'est sûr, et l'explication d'une altération de sa force semblait la plus logique. Alors pourquoi est-ce que je n'arrive pas à bouger ce fichu caillou? Matt formula la réponse aussitôt, parce qu'il ne maîtrise pas encore cette faculté. Tel un nouveau-né, il devait apprendre à coordonner chaque partie de son corps avec certaines zones de son cerveau. Oui, c'est ça. J'en suis qu'à découvrir cette force, il faut apprendre à s'en servir, la localiser et la gérer. Il passa alors une bonne demi-heure à s'entraîner, se concentrant pour sentir la pierre sous sa peau. Écoutait les battements de son cœur jusqu'à la chaleur de son sang, mobilisant toute sa volonté. Il essaya de soulever plusieurs fois sans jamais obtenir plus de réussite. Le soir, il mangea avec Tobias dans la grande salle, lui confia son petit entraînement et alla se coucher relativement tôt, emmitouflé dans ses couvertures.
oublié de tirer les rideaux. La lumière de la lune entrait par les fenêtres après avoir silhouetté les hautes frondaisons de l'île. De son lit, Matt pouvait distinguer l'hydre et ses quelques lampes encore allumées. Il repéra la chambre d'ambre et s'aperçut que dansaient encore les lueurs de ses lanternes à bougies. Il n'eut aucune peine à l'imaginer concentrée à son bureau, fixant un crayon qu'elle tentait de faire bouger. Têtue comme elle l'était, ça pouvait durer toute la nuit. Il s'endormit en surveillant la façade du manoir et se réveilla dans une clairière. Il faisait toujours nuit. La lune s'était déplacée sur son orbite. Il s'était écoulé au moins 2 heures. Matt se frotta les paupières, tout ensuqué. Que faisait-il là? Je rêve. Ce n'est rien, juste un rêve, c'est tout. Pourtant, il se sentait beaucoup plus maître de lui-même que dans un songe. Il était actif. Le propre des rêves est de ressentir une certaine passivité. Et Matt était interpellé par le simple fait qu'il puisse dire qu'il rêvait. Il percevait l'air frais de la nuit, la terre sèche sous ses pieds nus et la caresse des hautes herbes contre ses chevilles. Il était toujours vêtu de son pyjama en coton. Il se pinça et ressentit la douleur qu'il termina de le réveiller. Cette fois, aucun doute, je ne rêve pas. Alors, comment était-il arrivé ici? Était-il somnambule? Il fit un tour sur lui-même pour scruter les alentours. Au milieu d'une forêt, la petite clairière semblait noyée par les herbes et les fleurs qui, sous la pâleur de la lune, paraissaient grises ou noires. Qu'est-ce que je fais là? Le ciel étincela brièvement, sans un bruit. Un éclair dans le lointain, puis 3 autres, très rapprochés. Un vent froid souffla soudainement, mordit les joues de Matt d'un coup, lui glaçant les oreilles. Et cette fois, ce fut la forêt qui s'éclaira plusieurs fois, comme sous le coup d'un flash surpuissant. Un tapis de brume apparut, glissant hors du bois, telle la mousse d'un bain qui déborde. Je n'aime pas ça, il se passe quelque chose. Dans la série d'illuminations suivantes, Matt remarqua qu'une ombre informe qui circulait entre les arbres, longue et mouvante. Une bâche noire lâchée dans le vent. Au cours d'une nouvelle salve lumineuse, Matt la vit gifler les troncs et changer brusquement de direction pour venir vers lui. Elle flottait à environ 2 mètres de hauteur, serpentant entre les feuilles, puis elle apparut dans la clairière et confirma son impression. Elle ressemblait à un lourd drap noir ondulant, avec, par intermittence, des formes de membres humains qui dessinant au travers. Il vit tout d'abord un bras et une main avant qu'ils ne disparaissent, et se voit remplacé par une jambe chaussant une botte. Pourtant, Matt pouvait le vérifier. Il n'y avait rien derrière le grand drap. Un véritable tour de magie. La chose se rapprocha en claquant dans le vent froid. Matt fut pris d'une angoisse sourde. Son cœur s'emballa et il dut ouvrir la bouche pour respirer. L'étrange créature n'était plus qu'à quelques mètres lorsqu'un visage émergea. Matt ne pouvait en préciser les traits, mais remarqua un front anormalement haut, des arcades sourcilières très prononcées, l'absence de nez et de lèvres et une mâchoire très carrée. On dirait une longue tête de mort, fut sa première réaction. Elle ouvrit la bouche et une voix susurrante s'en échappa. « Viens, Matt, approche-toi. » Matt était en alerte. Tous les
sans sosséguer. La brume commençait à s'enrouler autour de ses chevilles, et le vent tournait toujours autour de lui, ébouriffant ses cheveux. Le visage s'avança encore un peu plus dans la toile. Cette fois, il ressemblait vraiment à une tête de mort difforme. Dans la main, lui dit-il, et rejoins-moi, et rejoins-toi à moi. Cette présence étouffante, le sifflement dans la voix, cette aura angoissante, tout s'assembla d'un coup et Matt sut qu'il avait en face de lui le Robert Oden, dit-il tout bas. La chose parut contente, elle ouvrit grand la bouche. Oui, c'est moi. Viens, Matt, viens, j'ai besoin de toi. Voyant que la brume continuait de monter autour de ses jambes et constatant que le Robert Oden se rapprochait lentement de lui, Matt sut qu'il était en danger. Il recula de quelques pas. Non, attends, fit le Robert Oden, tu dois venir en moi. Voyage à l'intérieur, viens. Matt se mit à courir. Il voulait s'enfuir le plus vite et le plus loin possible de cette horreur. La voix changeant dans son dos, elle prit des intonations gutturales caverneuses. Arrête, je te l'ordonne. Matt filait à toute vitesse. Il sauta dans la forêt, les joues et les épaules balayées par les feuillages. Je te veux, hurla le Robert Oden. Tu ne pourras pas me fuir éternellement. Je te sens, tu m'entends? Matt avait le souffle court. Il s'enfuyait sous la lune qui crevait de ses rayons argentés la surface des arbres pour ouvrir des cônes pâles tout autour de lui. Je te sens et je te remonte ta piste. Bientôt, je te retrouverai, Matt. Matt soufflait comme une forge lorsqu'il rouvrit les yeux dans son lit. Il était en sueur. Étrangement, la lune était exactement à la même place dans le ciel que dans son cauchemar. Il se leva. La gorge sèche, ne trouvant pas d'eau, il s'enveloppa dans une robe de chambre et sortit dans le couloir. Il faisait sombre, avec des zones sans fenêtres absolument ténébreuses. Matt prit sa petite lanterne, alluma la bougie à l'aide d'allumettes et s'aventura dans le dédale de salles et de corridors froids. Son corps était encore engourdi par le sommeil, mais son cerveau tournait à plein régime pour tenter de ne pas paniquer. Quelque chose le glaçait dans ce mauvais rêve. Son réalisme, son Matt. J'avais vraiment l'impression d'y être. Et pour un peu, il n'aurait pas été surpris de découvrir que de la boue sur ses pieds. Matt descendait un escalier, avise pour rejoindre les cuisines, lorsqu'il vit un écho d'une conversation. À cette heure, Matt ralentit. Il devait être au moins 1 heure du matin, sinon plus. Pris d'une intuition, il souffla la bougie pour rentrer dans l'ombre et rejoignit le rez-de-chaussée. Il déboucha dans une longue pièce meublée de confortables canapés en cuir foncé et des étagères vitrées abritaient une importante collection de whisky ainsi qu'une cave à cigares non moins fournie. Au fond, 3 silhouettes encapuchonnées et enveloppées dans des manteaux discutaient à voix basse. Ça devient trop risqué, on ne peut pas continuer, il faut trouver une solution. La porte ne tiendra pas plus longtemps. Elle tiendra. Moi je dis qu'il faut agir maintenant, l'ouvrir nous-mêmes avant que quelqu'un découvre le poteau rose. Pas encore, c'est trop tôt. Je veux que tout soit favorable à notre plan. Je ne prendrai pas le risque d'échouer. Soit l'île entière est conquise, soit c'est la catastrophe. Matt n'en était pas
surveille discrètement les abords du Minotaure. Au moins, si un pan a l'audace d'y entrer, on le saura et on pourra agir pour le faire sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. La phrase suivante fit trembler Matt. Et soyez particulièrement attentif à Matt, je m'en méfie, c'est un fouineur. La fille tenta de modérer les ardeurs de ses deux compagnons. Avec ce que le long marcheur a dit à propos des traîtres, on ferait mieux d'être discret. Ne t'occupe pas de ça, trancha Doug. Faisons ce que nous avons à faire. Personne ne nous soupçonnera de quoi que ce soit si on continue d'être prudent. Allez, viens, je voudrais qu'on installe la cage en vitesse, qu'on puisse dormir un peu. T'es sûr qu'à cette heure-ci, on ne va pas le déranger, fit la voix de la fille sans dissimuler sa peur. Arrête de t'inquiéter. Depuis le temps, je commence à connaître ses cycles. Je l'ai nourri tout à l'heure. Il dort maintenant. Faut que tout ça se termine. Je n'en peux plus. Bientôt, oui. Encore un peu de patience. Quand tous les bancs de l'île seront ramollis par la routine, qui ne seront plus aptes à prendre les armes et à se battre, alors on le libérera. Les trois conspirateurs attrapèrent de grandes grilles d'une cage à assembler et disparurent dans le coude du couloir opposé à Matt. Ce dernier se faufila sur les tapis pour les suivre, en prenant soin de leur laisser un peu d'avance afin de ne pas se faire repérer. Le couloir s'ouvrit sur 8 marches en pierre et traînait sa longueur, sans porte, bordée d'alcôves, habitée par des armures inquiétantes, et personne en vue. Chargé comme il l'était, il ne pouvait avoir couru jusqu'au bout du couloir. Or, ils avaient disparu. Où étaient-ils passés? Se pouvait-il qu'il l'ait entendu et qu'ils se soient dissimulés derrière les armures? Pas avec leur cage. Je verrais ces grosses grilles contre les murs. Alors, où était-il? Matt fonça jusqu'au bout du couloir pour s'assurer que personne n'était caché. Puis il revint sur ses pas pour sonder les recoins. Il compta 10 renfoncements de chaque côté, dont 6 occupés par une forme en métal, soit 12 armures au total, rien d'autre. Il soupira. Il ne pouvait inspecter chaque détail de la pierre maintenant, mais il se tramait assurément quelque chose. Il préviendrait Ambre et Tobias dès le réveil, et ensemble, ils trouveraient quoi faire. L'alliance des trois devait apprendre ce qu'il avait entendu cette nuit. Donc, car elle était désormais sûre que c'était lui, cachait la présence d'un monstre aux autres bancs, une créature si effrayante qu'il était préférable d'en ignorer l'existence. Matt devinait autre chose, un secret inavouable que Doug cherchait à tout prix à terre. Pour la sécurité de tous, Matt décida que l'alliance des trois allait percer ce secret. Ils allaient enquêter, car ces traîtres existaient bel et bien sur l'île. Chapitre 25. Toile d'araignée et poil de minotaure. Au dernier étage du Kraken, dans la bibliothèque poussiéreuse, le soleil matinal filtrait au travers des autres fenêtres. Ambre, Tobias et Matt discutaient avec passion. Pour disparaître comme par enchantement, résuma Ambre une seule explication. Tobias, toujours prompt à imaginer le pire, anticipa. C'est leur altération à eux, à les rendre invisibles. Non, contra la jeune fille. J'espère pas. C'est plutôt un passage dérobé. C'est ce que je me suis dit, avoua Matt. On ne pourra pas inspecter le couloir en plein jour. Trop de circulation. Il faut attendre cette nuit. En revanche, on pourrait se relayer tous les trois pour surveiller Doug aujourd'hui. Ambre parut embarrassée. Pour moi, ça va être difficile.
aujourd'hui et j'aimerais le dire au revoir. Ensuite, j'ai promis à Tiffany du manoir de la licorne de venir la voir. Elle croit qu'elle a ce qu'il s'appelle la maladie. Je vais vérifier si ce n'est pas plutôt une manifestation de l'altération. Matt tourna la tête déçu. Dans ce cas, à deux, ça risque d'être difficile. On va paraître suspect. Tant pis, on laisse tomber pour aujourd'hui et on se voit ce soir. Ils se retrouvèrent tard le soir dans le fumoir, une lampe à la main, aussi angoissés qu'excités par leur aventure nocturne. Le manoir n'était que profond silence. Tous dormaient depuis un moment. Matt conduisit ses amis dans le long couloir et ils entreprirent d'examiner chaque alcôve, chaque armure à la recherche d'un bouton, d'un loquet ou même d'une simple éraflure sur le sol qui trahirait la présence d'une porte cachée. Dans cette lumière tamisée et mouvante, les sombres des soldats de métal dansaient lentement, les armes serrées dans leurs gants de fer, le visage pointu, agressif. « Rien ici, » murmura Tobias après avoir inspecté plusieurs renfoncements. Matt terminait de son côté, il secoua la tête, moi non plus. Ambre les rejoint en se mordant l'intérieur des joues. « Pas trouvé, pesta-t-elle. Pourtant, ils ne peuvent pas avoir couru aussi vite, chargés comme ils l'étaient. Je les aurais vus. Il doit y avoir un passage secret, c'est obligé. » Ambre alla s'asseoir sur les marches qui ouvraient le couloir. « Réfléchissons, dit-elle. Combien de temps entre le moment où ils sortent de ton champ et la vision de celui où tu arrives ici? J'ai pris le temps d'être discret, alors je dirais 10 secondes, pas plus. » Elle observa le corridor et soupira. Impossible de l'avoir traversé en si peu de temps. Tobias, debout face à Ambre, fronça les sourcils en scrutant les jambes nues de son ami. Exceptionnellement, je portais une jupe courte et à franges. Elle portait une jupe courte et à franges. Matt en avait eu un pincement au cœur quand, dans la journée, en se disant que c'était pour Ben, captant le regard sans gêne de Tobias, la jeune fille s'empressa de mettre la main entre ses cuisses pour s'assurer que sa culotte n'était pas visible. « Tobias, s'indigna-t-elle, qu'est-ce qui te prend ?» Comprenant soudain la raison de sa colère, Tobias vira au rouge cramoisi. « Non, 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 c'est pas du tout ce que tu crois, c'est ta lampe, là, regardez. » Ambre avait posé sa lanterne entre ses pieds, la flamme de la bougie. Merci, bienvenue à toi, le qui fragile. La flamme de la bougie ne cessait de trembler, caressant d'ombre et de lumière la peau des jambes de la jeune fille. « Eh bien quoi ?» demanda Ambre. « C'est un courant d'air, c'est normal dans les manoirs. On pourrait s'en servir pour inspecter les murs, » s'excita Tobias. Ambre fit la moue. « Ça ne marchera pas. On ne verra pas la différence entre celui d'un passage secret et ceux qui sillonnent cet endroit. » Tobias se tourna vers son allié de toujours. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Matt inspectait le carrelage. Brusquement, il fonça dans la grande salle toute proche et revint avec une carafe de whisky qu'il commença à verser sur le sol. « Qu'est-ce que tu fais ?» protesta Ambre. « Merci, c'est gentil. » « Je m'assure qu'aucun passage n'existe sous nos pieds. » Matt se penchait pour observer la réaction du liquide ambré. Il stagnait. Il poursuivit son opération sur 3 mètres avant d'atteindre les marches. Super. À cet endroit, le whisky s'infiltra dans les rainures de la pierre. Matt s'agenouilla et colla son oreille. Ça coule, je le savais. C'était pas le courant d'air du couloir, triompha Tobias. Il y a un passage là-dessous.
léger roulement mécanique gronda sous leurs pieds, et les 8 marches disparurent sur un trou béant. Les 8 rectangles avaient basculé en sens inverse. La plus basse devenait la plus haute d'un escalier qui plongeait dans l'obscurité. Bingo fit Ambre. Tu aimes bien cette expression, toi, fit remarquer Tobias. Elle ne releva pas et s'engageant, la première dans le nouveau passage. La lanterne levée devant elle. Les murs étaient taillés dans la roche, couverts de toiles d'araignée, qu'un vent indiscernable agitait comme une peau frissonnante. C'est lugubre, fit-elle. Voilà ce qui se passe quand on ne fait pas le ménage pendant 20 ans. Je comprends ma mère maintenant quand elle me disait de nettoyer ma chambre. Railla Matt en regrettant aussitôt d'avoir fait allusion au passé. Il s'enfonçait dans les entrailles du kraken, selon une pente douce, effectuant plusieurs virages. C'est interminable, constata Tobias, avec une pointe d'angoisse. Où est-ce que ça va finir en enfer? À cette évocation, Matt repensa au Robert-Houdin et à sa présence écrasante, son aura diabolique. C'est pas le moment. Après une nouvelle série de coudes, Ambre confia. Je crois qu'on n'est plus sous le kraken, c'est trop long. J'ai une petite idée de notre destination, avoua Matt, le manoir hanté. À tous les coups, les 3 cachotiers en parlaient comme s'ils avaient l'habitude de s'y rendre. Tout d'un coup, Ambre se prit les pieds dans un fil tendu en travers du chemin et piqua du nez tandis qu'un lourd déclic résonnait au-dessus de leur tête. N'écoutant que son instinct, Matt se jeta en avant, saisit Ambre par la taille et la poussa pour qu'ils roulent ensemble à plusieurs mètres de là. Au même instant, quelque chose d'énorme s'écrasait dans leur dos en soulevant un nuage de poussière. Avachi sur Ambre, Matt fut curieusement plus fasciné par le parfum de sa peau. Il avait le nez contre sa nuque, d'où se dégageait une odeur vanillée. Qu'alarmé par la situation, il sia avant de se relever et d'aider la jeune fille à en faire autant. Une cage en fer barrait le passage sur 3 mètres de hauteur. Tobias se trouvait de l'autre côté. C'est eux qui l'ont installée, déclara Matt. C'est celle qu'ils portaient la nuit dernière. Ils ne veulent vraiment pas qu'on approche du manoir hanté, souffla Ambre, encore désorientée par ce qui venait de se produire. Merci, Matt. Et moi, gémit Tobias, je fais quoi maintenant? Comment je passe? J'arriverai jamais à escalader cette cage tout seul. C'est un coup à se casser une jambe. Tu fais demi-tour et tu nous attends dans le fumoir. Si on n'est pas de retour à l'aube, tu préviens tout le monde. Tobias se retourna et scruta l'obscurité que sa lampe terne perçait à peine. Puf, j'aime pas ça, dit-il. Dans quoi est-ce qu'on est encore fourré? Tobias insista Matt. Retourne au fumoir. Allez, tu ne risques rien. D'accord, fit-il tout bas. Il contempla ses amis une dernière fois et fit demi-tour d'un pas lent et craintif. N'ayant d'autre solution que d'avancer vers l'inconnu, Ambre et Matt se remirent en route, plus vigilants que jamais à ne pas poser les pieds n'importe où, veillant d'éventuels pièges. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'aussi important pour qu'on veuille à tout prix nous empêcher de l'atteindre? S'étonna Ambre. J'avais plutôt l'impression qu'il cherchait à empêcher quiconque d'approcher pour nous protéger, comme si la chose qui se trouve au bout de ce couloir était à ce point
observatoire astronomique. Matt contempla les centaines, les milliers de pages qui s'endessaient là. Et si le vieux bonhomme qui a fait construire ça avait un jour découvert ou traficoté un truc dans les étoiles, déclenchant l'apparition d'une créature inconnue, et que les autres milliardaires l'avaient enfermé ici, sans rien dire à personne, de crainte d'être obligés de quitter leur île. Tu as trop d'imagination, répliqua Ambre, en s'approchant d'une porte qu'elle entr'ouvrit pour scruter l'extérieur. C'est bon, on peut y aller. Ils parcoururent une longue cuisine abandonnée, une salle à manger et un vaste salon aux rares fenêtres toujours étroites qui ne laissaient filtrer qu'un mince ray de lumière. Sur tous les murs de pierre étaient sculptées des étoiles reliées entre elles par des lignes droites annotées de noms latins. C'est très obscur, mais non, même en plein jour, les lieux doivent être dans l'ombre. Quel genre de riche bonhomme a pu faire construire une tombe pareille? Demanda Ambre. Un vampire, proposa Matt, mi-figue, mi-raisin. Ne sachant où aller, ils montèrent à l'étage, surplombant le salon depuis une mezzanine entrecoupée de colonnades. C'est en passant dans le hall suivant que Matt arrêta Ambre en lui posant la main sur l'épaule. Regarde, la lourde porte à double battant fermait l'un des murs. On est de l'autre côté, pensa-t-elle tout haut. Matt s'approcha en soulignant du doigt les nombreuses éraflures dans le bois. On dirait que quelque chose s'est énervé contre la porte. Il se pencha et saisit une touffe de poils incrustée dans une strie. Brun, commanda-t-il, raide, court et rêche. Ce ne sont pas des cheveux humains, ça j'en suis sûr. Ambre avait déjà pénétré dans une autre pièce. Matt se releva brusquement et la rejoignit. C'était un bureau qui sentait assez fort l'humidité. Outre des piles de revues astronomiques et quelques instruments, au chrome éteints par la saleté, plusieurs cadres en verre contenant des journaux d'époque étaient suspendus sur le papier peint. L'un datait du 13 avril 1961 et là, une clamée « L'homme est dans l'espace ». Un autre du 21 juillet 1969 affichait une tribune du même acabit. On a marché sur la Lune. Suivant l'installation du télescope Hubble et les premières photos de Mars, Ambre grimpa sur le secrétaire pour attraper l'un des cadres et retourna pour l'ouvrir. « Que fais-tu » questionna Matt. « Je voudrais en savoir plus sur cette maison. » Et elle sortit une page de journal avec une photo du manoir hanté. L'article titrait « Un télescope privé sur l'île des milliardaires ». Soudain, une porte claqua quelque part, non loin d'eux. Matt sentit son cœur tripler de vitesse. Ambre plia la feuille, la fourra dans son chemisier, et ils se précipitèrent dans le couloir pour longer la mezzanine. La lumière tremblante d'une flamme apparut dans un escalier conduisant à l'étage supérieur. Les deux adolescents s'immobilisèrent. Des raclements de pas se rapprochaient. Puis lentement, l'ombre d'un être de grande taille se profila sur les marches. Une ombre humaine avec une énorme tête de taureau.
casser la cheville dans les souterrains que de rester en face de cette horreur. Le souffle saccadé et magistral du monstre descendait de l'étage et semblait se rapprocher. Matt entraîna son ami vers la cuisine, puis la buanderie, où ils retrouvèrent la porte en bois et l'accès au passage secret. Leurs lampes se dandinaient au bout de leurs bras, faisant tailler l'obscurité aux formes sinistres. Si bien que les deux adolescents couraient sans vraiment savoir où ils posaient les pieds. La cage se profila, barrant le chemin. Matt se retourna et fit la courte échelle à Ambre pour qu'elle se hisse. Ce faisant, elle trouva tout de même utile de préciser: « C'est la dernière fois que je mets une jupe. Regarde par terre s'il te plaît pendant que je monte. » Une fois sur le toit du cube de métal, elle tendit les mains vers Matt qui recula pour prendre son élan et il sauta le plus haut possible pour attraper les barreaux. Ses pommes se refermèrent et il poussa de toutes ses forces sur ses cuisses. Il gagna un bon mètre et put saisir la main de son ami tout en agrippant le sommet. En une seconde, il était avec elle, haletant. « Tu es un champion, » l'encouragea-t-elle en se tournant pour bondir de l'autre côté. En sueur écarlate, ils surgirent dans le fumoir où Tobias attendait, recroquevillé sur un canapé en cuir. « Oh Bahamas alors, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» s'ébaillit-il. « On l'a vu, » siffla Matt en reprenant son souffle, « le Minotaure. »« On l'a vu, » siffla Matt. « C'était lui. Vous êtes sûr, certain ?» Ambre paraissait embarrassée. Elle nuança. « Oui, enfin, ça ressemblait. » Matt la dévisagea. « Qu'est-ce que tu crois que c'était ? Plus aucun homme avec une tête de taureau. » « Oui, mais ça pourrait être un costume. » Et le souffle qu'il faisait, c'était un costume ça aussi. Et le bruit de ses pas, tu l'as entendu. Avoue qu'aucun être humain ne porte des sabots et personne ici n'a un pas aussi lourd. Il faudrait peser plus de 100 kilos. Cette fois, Ambre dut acquiescer. Elle ne pouvait plus nier l'évidence, même si elle heurtait son esprit cartésien. C'est vrai, admit-elle. C'est impressionnant. Personne ne marche comme ça. Se souvenant tout à coup de sa trouvaille, elle extirpa la page de journal de son chemisier et la déplia pour la poser sur la table basse devant eux. Matt rapprocha sa lanterne pour éclairer l'article. « Vas-y, lis, » demanda Matt. Ambre se pencha et exécuta à voix basse. Michael Ryan, car Michael fait construire une nouvelle tour à son manoir sur l'île du même nom que nous connaissons mieux en tant que l'île des milliardaires. En effet, le vénérable héritier de l'empire industriel que l'on sait, passionné d'astronomie au point d'y avoir consacré l'essentiel de ses dernières années, a décidé que l'heure était venue pour lui d'avoir la tête dans les étoiles. Il a confié à notre journal sa fierté d'enfin bâtir ce qui sera l'observatoire privé le plus haut de la côte Est. Déjà célèbre pour avoir quitté la vie professionnelle il a 30 ans au profit de son ivresse céleste, il semblerait que nous le verrons et l'entendrons encore moins maintenant qu'il dispose de son propre télescope. L'espace est si vaste et si riche qu'il surpasse n'importe quelle personnalité, si cultivée et drôle soit-elle. Puisque j'y trouve tout mon bonheur, pourquoi m'en priverais-je ? Se plaît-il à déclarer. Devenu aussi misanthrope et que solitaire, Michael R. Kamikael est assurément l'incarnation même de cette croyance populaire qui tend à affirmer que les plus riches personnes sont souvent excentriques. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons à Monsieur Carmichael de belles heures d'observation et une météo clémente au-dessus de son île.
un vieux monsieur au visage mangé par les rides et aux sourcils blancs et broussailleux, qui figurait en médaillon. C'est un journal local, je crois, précisa Ambre. L'article date de 8 ans. Juste avant la mort du vieux monsieur, précisa Matt. Doug m'a confié qu'il était mort quand lui-même avait 8 ou 9 ans. Il en a 16, et je lui ai demandé. Ça veut dire que ce bonhomme n'a presque pas profité de son observatoire, remarqua Tobias avec une pointe de tristesse. C'est peut-être son fantôme qui hante le manoir. Ambre soupira. J'ai peine à le croire, avoua-t-elle. Doug m'a menti, rapporta Matt sombrement. Ça confirme qu'il prépare quelque chose. Il m'a dit que son père avait fondé l'île, mais qu'elle s'appelait Carmichael, comme ce vieillard. Je crois que c'est ce dernier qui est le pionnier. Et s'il y avait un lien de famille. Dans ce cas, Doug n'aurait aucune raison de le cacher. Il aurait pu me dire « c'est mon grand-père » ou « mon vieil oncle qui a fondé l'île ». Non, il dissimule quelque chose. Et puis, le concept même d'île des milliardaires avec des manoirs au nom d'animaux mythologiques, l'hydre, Pégase, Centaure ou la licorne, comme certaines constellations, tout ça ressemble plus au délire d'un vieil exalté des étoiles un auteur internationalement connu comme pouvant l'être le père de Doug et Reggie. Il s'est passé un drame qui pourrait être à l'origine de tout ça, hasarda Tobias. Aucune idée. Néanmoins, je compte bien le découvrir. Ils vont être encore plus vigilants parce qu'ils vont découvrir qu'on est venu avec la cage et le whisky dans le couloir. Matt secoua la tête. On va nettoyer le sol, dit-il, et pour la cage, puisqu'elle est vide, ils se diront que le piège était mal réglé, qu'il s'est déclenché tout seul, ou à cause d'un rat. Cela dit, ne nous leurrons pas, ils vont vite réaliser qu'on les a démasqués, ils seront alors dangereux. À partir de la nuit prochaine, on se relaie et on espionne tout ce qui se passe dans le Kraken. Esposa Ambre. D'après la conversation qu'ils avaient, tu disais que Doug et ses copains semblaient pressés par le temps. S'ils préparent quoi que ce soit, c'est pour bientôt. Matt ajouta gravement. Et avec ce que j'ai vu dans le manoir hanté, je sens que ça ne va pas nous plaire. Il faut faire vite. Tirage au sort. Chapitre 27. La semaine qui suit fut chargée pour l'Alliance des Trois. La garde nocturne du pont tomba sur Tobias, embrevue de corvées, de coups de bois et trop épuisé le soir pour tenir la surveillance qu'il s'était fixée, et Matt, que Doug jugeait en bonne santé, fut renvoyé vers diverses tâches toutes plus étreignantes les unes que les autres. À défaut d'avoir un œil sur Doug, Matt trouva 1 heure chaque jour pour s'entraîner à maîtriser sa force en tentant de soulever des pierres de moins en moins lourdes. Sans plus de succès que la première fois, Matt avait appris comment fonctionnait la répartition des travaux.
Tu ne devrais pas laisser pendre tes jambes comme ça, avertit Tobias en arrivant. C'est vrai, confirma Ambre, tu n'as donc pas vu ce qui rôdait dans l'eau. Elle est trop boueuse, on n'y voit rien. Pestamate, c'est déjà un miracle qu'il y ait encore des poissons. C'est encore plus dingue qu'on accepte de les manger. Vous voyez vraiment ce qui est dangereux. Vous croyez vraiment que c'est dangereux? Parce que j'avais songé à prendre cette vieille barque-là pour faire un tour. Ambre le toisa comme s'il était fou. La barque en question était une embarcation tout abîmée avec une rame cassée. Oublie ça tout de suite, ordonna-t-elle sans rire. On ne sait pas exactement ce qui flotte sur la surface de cette eau noire, mais c'est gros et agressif. Personne ne t'a donc prévenu avant de t'envoyer ici. Non, fit Matt, penaud, en ramenant ses jambes sous lui, la canne à pêche coincée sous les fesses. Il faut être prudent, la pêche fait partie des activités à risque. Ne t'approche jamais de l'eau, c'est ce qu'il faut en retenir. Ces créatures là-dedans, il est bon de ne pas les côtoyer de trop près. Le jeune Bill se vante d'y mettre les pieds et ça a fini par lui coûter cher. Ça mort en moins, demanda Tobias qui avait de l'herbe dans les cheveux et du verre sur le joue. Pas mal. Tu reviens de la coupe? Oui. Je devais nettoyer les abords du manoir. Dites, vous ne trouvez pas ça bizarre que le jour où on se lance en surveillance de Doug, on est expédié aussitôt à l'autre bout du Kraken pour faire des trucs crevants? Ambre et Tobias approuvèrent. On en parlait sur le chemin, fit Ambre. Ils savent, c'est sûr. Oui. Bien, ils se méfient de toi, et comme on nous voit souvent traîner tous les trois, exposa Tobias, ils ont préféré s'assurer qu'on ne serait pas un danger pour eux. J'ai repensé à la cérémonie des tâches dans la grande salle, déclara Matt. En fait, seuls Claudia et Doug peuvent lire les noms sur les morceaux de bois. Personne ne monte vérifier. C'est vrai, clama Tobias. On pourrait. C'est une des règles, mais personne ne le fait jamais, parce que tout a toujours été équitable jusqu'à présent. Tout le monde assure sa part du travail au hasard régulièrement. Matt hocha la tête pensif. C'est ce que je pensais. Je suis sûre que c'est Claudia et la fille qui était présente cette nuit-là. Ambre enchaîna. Arthur a été nommé assistant par Doug dès le début. Il est toujours présent sur l'estrade aussi. Ça pourrait être le troisième. Non, rétorqua Matt. J'y ai pensé. Et Arthur est beaucoup plus petit que Doug et Claudia. Or, les trois silhouettes étaient de la même taille. Ce n'est pas Reggie non plus alors, fit remarquer Tobias. De plus, Arthur ne regarde pas les noms qui sont tirés. Il est juste assis sur l'estrade, c'est tout. Il n'intervient que quand on vote. Il compte les mains levées, expliqua Tobias. Quelque chose frôla la surface de l'eau, laissant un remous profond sur plusieurs mètres. Instinctivement, les trois adolescents reculèrent. Tiens, tu vois ce qu'on disait, avertit Ambre. Je suis sûr que Claudia et Doug n'ont pas tiré les noms. Non, fit Matt sans relever. Ils les ont donnés en tirant, en trichant pour s'assurer que nous ne pourrions pas les surveiller. Je ne sais pas comment, mais ils sont au courant. On pourrait remettre en doute leur légitimité à présent, après citer tout le temps, proposa Tobias, faire une sorte de coup d'état en affirmant que ces deux-là sont menteurs et manipulateurs. Pas de ça, contra Ambre. Il ne faut pas semer la confusion. C'est exactement ce que Doug et les siens cherchent pour libérer le Minotaure. C'est bien ce qu'ils avaient dit, n'est-ce pas, Matt? Oui, ils veulent attendre le bon moment. J'ai réfléchi à leur plan, et je ne vois que ça. Attendre que nous devions trop confiants, que notre rage de survivre se calme pour refaire de nous des adolescents et des enfants dociles. Alors ils lâcheront le Minotaure sur l'île. Je présume qu'ils s'enfuiront aussi vite en lançant le pont de Toll dans le fleuve pour que nous soyons coincés ici, et le monstre
massacrera. Pourquoi font-ils ça? Questionna Tobias. Je ne comprends pas leur motivation. Moi non plus, avoua Matt. Ambre intervient. En tout cas, on en a identifié deux, Doug et Claudia. Il en manque un. Tu la connais, cette Claudia? S'informa Matt. Pas très bien. Elle est de la licorne, et je fréquente assez peu les filles de ce manoir, à part Tiffany. C'est celle qui est malade, se rappela Tobias. Oui, enfin, je crois que c'est l'altération qui se manifeste chez elle. Elle a des maux de tête et la vue qui se trouble régulièrement pendant plusieurs minutes. Quel type d'altération d'après toi? Demanda Matt. Je n'en sais encore rien. Elle passe le plus clair de son temps aux cueillettes sur l'île, donc je ne vois pas bien le rapport, mais je vais la questionner. Matt insista. Elle pourrait nous en dire davantage sur cette Claudia. Je me renseignerai. En attendant, reprit Matt, dès la prochaine cérémonie des tâches, on va faire en sorte de ne pas être automatiquement expédié au plus fatigant. Ambre fronça les sourcils. Tu comptes t'y prendre de quelle manière? Matt eut un petit sourire narquois. Vous allez voir. Pendant 2 jours encore, ils durent accomplir les différentes tâches qui leur étaient confiées. Le soir de cette deuxième journée épuisante, une réunion eut lieu dans la grande salle, sous l'éclairage des 3 lustres dont les lampes avaient été remplacées par des bougies. Doug commença, le visage grave. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, de la fumée a été aperçue au loin, à l'est. C'est à bonne distance et ça ne semble pas se déplacer. On ne peut la remarquer que depuis les tours les plus élevées de l'île. Cependant, il faut se rendre à l'évidence. Des êtres capables d'allumer des feux vivent à une dizaine de kilomètres de nous. Ce ne peut pas être un incendie de forêt sans qu'une fille avec des lunettes. Non, le panache de fumée est toujours mince et s'éteint régulièrement avant d'être rallumé. Les gloutons alors, lança un autre. On ne sait jamais. Pourtant, bien qu'ils aient fait des progrès, ça m'étonnerait beaucoup. On va lancer une mission d'espionnage, demanda un jeune pan. Ce n'est pas prévu, à moins que ça ne finisse par se rapprocher. On verra. Les murmures se transformèrent en clameurs. Doug leva les mains. S'il vous plaît, calmez-vous. Silence. Merci. Nous allons suivre de près l'évolution de tout ça. Rassurez-vous. En attendant, procédons au tirage au sort des prochaines tâches. Claudia et Arthur, si vous voulez bien monter sur l'estrade. Doug alla chercher les sacs en toile contenant les noms de tous les bancs de l'île. Quand il se retourna, il fut surpris de constater qu'Arthur était présent, mais pas Claudia. Claudia, appela-t-il. Tout le monde s'observa, mais personne ne vit la jeune fille. Matt leva la main timidement. Je crois qu'elle est malade. Je l'ai vue entrer précipitamment aux toilettes en venant. Doug ne cacha pas son embarras. Dans ce cas, nous allons reporter le tirage au sort à plus tard. N'est-ce pas urgent, contre Matt? Pas mal de choses sont à faire, il me semble. On ne peut pas se permettre de reporter chaque fois que l'un d'entre vous sera malade. Plusieurs pans approuvèrent vivement. C'est que balbutia Doug, qui était pris de court. On a toujours fait comme ça, et ce fonctionnement plaît à tout le monde. Il s'agit juste de tirer au sort, ça ne perturbera personne si ce soir, exceptionnellement, c'est une autre personne qui le fait, n'est-ce pas? Matt venait de se tourner vers l'assemblée, et tous hochèrent la tête. Honneur aux filles, ajoua-t-il. Pourquoi ne pas commencer dans l'ordre alphabétique de nos prénoms? Cette fois, Matt se leva pour que tout le monde puisse entendre. Doug contenait à grand-peine la rage qui lui colorait les oreilles. Qui est la première? Demanda Matt. Y a-t-il une Alicia ou une Anne? Comme
comme s'il se souvenait brusquement d'elle. Matt pivota vers son ami. Ambre, je crois que ça doit être toi. Tout aussi embarrassée qu'admirative du talent de comédie de Matt, elle monta sur l'estrade de pierre pour venir à côté de Doug. Pris au piège, celui-ci n'eut d'autre solution que de procéder au tirage au sort. Comme il faisait partie des bancs ayant enchaîné une longue semaine de corvée, les noms d'Ambre, Matt et Tobias furent mis de côté avec une dizaine d'autres pour tomber dans le vase des petites tâches. Aucun des trois ne fut pioché. Doug remercia Ambre d'un sourire grinçant et elle allait rejoindre sa place lorsqu'un craquement sinistre retentit et la lumière se mit à vaciller. Matt leva la tête vers le plafond et vit le lustre au-dessus de l'estrade tanguer. La corde qui le maintenait était en train de se rompre. Elle craqua à nouveau et cette fois Matt comprit qu'il n'avait plus le temps de réfléchir. Ambre et Doug allaient se faire broyer sous leurs yeux. Chapitre 28. La troisième faction. Matt bondit de son banc, survola les marches tandis qu'un dernier claquement lâchait l'énorme lustre sur Ambre et les autres bancs qui présidaient la réunion. Matt sut qu'il ne pourrait jamais protéger Ambre même en la poussant violemment. Elle n'irait pas assez loin pour éviter la masse qui leur tombait dessus. Alors, dans un geste désespéré, il leva la tête, contracta tous les muscles de son corps et hurla de toutes ses forces en brandissant les pommes vers les cieux. La mâture métallique s'écrasa d'un seul coup. Il fut traversé par une décharge monumentale qui l'électrisa du cerveau jusqu'aux oreilles. Les poignets extrêmement douloureux, les mains traversées de fourmillements. Il ouvrit les yeux pour constater que le lustre tenait un équilibre entre ses doigts. Ambre et Doug étaient agenouillés, la tête enfouie sur leurs bras. Attendant encore le choc, des dizaines de gouttelettes de cire coulaient un peu partout. La sueur se mit à inonder le front de Matt et une douleur terrible cloua ses muscles, comme si on lui enfonçait un millier d'aiguilles. Du sang se mit à couler de ses pommes meurtries. Ambre releva la tête en même temps que Doug, car une pluie brûlante s'abattait sur eux, et ils constatèrent qu'ils étaient saufs. Ils roulèrent à couvert et Matt, au prix d'un effort surhumain, put relâcher le lustre qui se fracassa sur le côté. Aussitôt, dans le silence angoissé de la grande salle, une bouffée de chaleur monta à la tête de Matt, la sueur l'inonda. La vision se troubla, le vertige fit tournoyer la pièce, jusqu'à ce qu'il perde l'équilibre et s'effondre sur le tapis gibbeux de cire. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Ambre et Tobias étaient penchés au-dessus de lui, l'air inquiet. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-il. « Tout va bien, » fit Ambre de sa voix douce. Elle lui passa un linge tiède et humide sur le front. Soudain, Matt reprit contact avec son corps et la douleur lui arracha une grimace. Tous ses muscles tiraient si fort qu'il crut qu'il allait se déchirer. « Oh, que ça fait mal. Calme-toi, il faut que tu te reposes. Ne bouge pas. » Survolté par ce qu'il s'était passé, Tobias ne put se contenir plus longtemps. « Tu as réussi à retenir tout le lustre. Tu l'as tenu dans tes mains et tu l'as balancé en sauvant Ambre et Doug. »« J'ai fait ça à moi. » Ambre hocha la tête en plissant les lèvres. Elle ne partageait pas l'exaltation de Tobias. « Oui, tu as fait ça, dit-elle, devant tout le monde. Et qu'est-ce que vous leur avez dit ? » Rien pour l'instant, mais on va se réunir bientôt. On n'y coupera plus. Il faut parler de l'altération, prévenir tous les bancs. J'aurais aimé attendre encore un peu, sauf que là, c'est fichu. Je t'ai sauvé la vie, demanda Matt,
malgré la douleur. Ambre arrêta de lui éponger le front. Oui, je crois que oui, finit-elle par avouer. Ces mots suffirent à Matt pour supporter la douleur. Il était heureux d'avoir réussi à la garder en vie. Bravo pour le tirage au sort, le félicita-t-elle. Dis-moi, tu as un lien avec l'absence de Claudia? Matt parvint à lâcher un sourire par-dessus la souffrance. Je l'ai suivi avant la réunion. J'avais prévu de lui tendre un piège pour l'enfermer dans un placard, mais quand je l'ai vu entrer aux toilettes pendant que tout le monde se rendait à la grande salle. Je l'ai bloqué là-bas. Tu sais que c'est une déclaration de guerre que tu viens de lancer à Doug et à sa bande. Au moins, ils savent que nous ne sommes pas dupes pour les tirages au sort truqués. Ils ne s'amuseront plus à recommencer. Après 10 secondes de silence, Tobia lança. Il faut peut-être lui dire pour le lustre. Ambre soupira en levant les yeux au ciel. Je t'avais dit d'attendre. Vas-y, maintenant que tu as commencé. Tobias ne se fut pas prier. La corde qui a cédé, elle a été coupée. C'était du sabotage, pas un accident. Quoi? S'écria Matt en voulant se redresser. Ses muscles se mirent au supplice et il n'eut pu retenir un gémissement. Et voilà, gronda Ambre, tu dois te reposer. Matt secoua la tête. Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Doug était en dessous. C'était du suicide. Il ne pouvait prévoir à l'avance qu'Ambre allait remplacer Claudia, à moins que... Un troisième camp. Après Doug et les siens, puis notre alliance, on peut dire que quelqu'un d'autre complote, résuma Tobias. Ça devient pire que le monde des adultes dans lequel on vivait. Le plus troublant dans cette histoire, c'est que le coupable voulait se débarrasser de Doug. Rappelle Ambre. Celui qui a fait ça est prêt à l'assassiner. Ça va beaucoup trop loin. La douleur lança une nouvelle vague de piques étourdissantes. Matt cligna des paupières. Il faut tirer ça au clair, dit-il en sentant son esprit